Bienvenue sur l'analyse individuelle des joueurs du Paris Saint-Germain face à l'Olympique de Marseille. Deuxième partie du coup du match contre Marseille. Je vous l'expliquais, il y a du coup 3 vidéos. C'est la deuxième, la suite de l'analyse collective des joueurs. Et on va analyser, comme je l'ai dit, l'analyse joueur par joueur contre l'Olympique de Marseille. Safonov, je ne vais pas m'attarder dessus parce qu'il a eu pas grand chose à faire. Mais le peu qu'il a eu à faire, il a répondu présent. Une parade sur la frappe d'Amin Gouiri, la relance pour Dembélé qui va apporter une occasion. On sait que Luis Enrique est vachement adepte des gardiens et de leur qualité de relance au pied. Là, c'est intéressant. Ça a été pour ça qu'il a été recruté en Russie l'année dernière. Et là, alors il nous a pas forcément prouvé depuis qu'il est au PSG, mais sur cette action, passe militaire pour Dembélé, contrôle parfait et orientation du jeu parfaite. Zaïre Emery, solide dans les duels, agressif, il a été très bon dans son rôle de défenseur droit, qui n'est pas du tout son rôle de base, on le rappelle, parce qu'il est milieu central. Mais Christophe Galtier, je crois, la première fois avait essayé de le faire jouer latéral droit. Ensuite, ça va être surtout Enrique qui a pris le, le- qui a repris l'idée et l'a fait jouer très souvent là, même quasiment que là. Et pour moi, c'est le numéro un pour être défenseur droit en équipe de France, largement devant Jules Koundé vu la saison qu'il nous fait. Et son importance, sa percussion offensive, sa solidité dans les duels, sa hargne. Je peux te dire que si Deschamps l'appelle devant et dit tu joues la Coupe du Monde en tant que titulaire en latéral droit, il va avoir l'écran. Pacho, meilleur défenseur central du monde, j'ai pas grand chose à dire. Placement extrêmement bon, extrêmement rassurant pour notamment Marquinhos qui permet d'élever son niveau de jeu. Excellentes interventions, il nous rassure. Et ça, je pense que c'est un mot qui est très important pour le PSG et qui nous avait fait défaut sur toutes ces dernières années, mais pas là. On est rassuré parce qu'on a des joueurs rassurants et un coach rassurant. Ce qui fait qu'on aborde les matchs avec beaucoup plus de confiance. Marquinhos, il était solide dans ses duels, le peu qu'il en a eu en tout cas. Il a été dans son rôle de capitaine aussi, j'y reviendrai juste après. Et il a été très solide, je pense notamment à cette occasion-là, potentielle en tout cas de Timothy Weah avec Marseille, avec une petite erreur. Là, il y a eu un rodéo un peu sauvage d'un joueur de l'Olympique de Marseille qui n'était pas acceptable à ce niveau-là, de laisser sans pressing sur le ballon le joueur. Mais du coup, Marquinhos sauve le coup et on voit la rage et l'exigence du capitaine parisien transmise par Luis Enrique. Je fais une parenthèse aussi sur les clowns de la Ligue professionnelle de football en France qui arrêtent les matchs pour cause de chants homophobes à l'égard des Marseillais. Et deux choses à dire. La première, enfin trois. La première, c'est que au Parc des Princes qu'on siffle ce genre de choses. Que au Parc des Princes. Et je regarde tous les matchs de Ligue 1 quasiment. Alors j'avoue que Lorient, etc., mais quand même les gros clubs, je regarde quasiment tous leurs matchs. Lyon, Marseille, Paris, Lens. Je regarde tous leurs matchs. Et je n'ai pas vu une seule fois le jeu se faire arrêter cette année. Pas une seule fois. Alors qu'au Parc des Princes, je peux vous en citer plein de fois. Je me souviens à Lille, je me souviens le Classico, juste avant le Classico en septembre, juste avant le Classico en janvier. Enfin bref, c'était et même plusieurs fois comme ça, parce qu'on a envie de chanter contre eux et que ça y est parti du truc. Et ça m'en ramène avec mon deuxième point, c'est qu'en fait c'est un Classico. Et ça, je sais pas si la Ligue s'en rend compte en fait. Ce ne sont pas des chants homophobes, ce ne sont pas des chants qui sont réalistes en fait. C'est juste des chants de rivalité historique. On sait très bien que tous les Marseillais ne sont pas pédés, on sait très bien que tous les Marseillais ne sont pas des rats, c'est juste une image que l'on leur donne parce que c'est la rivalité et que ça fait partie du truc. Il faut être un minimum compréhensif et indulgent de la portée des paroles et de la réalité de celle-ci en fait. Et c'est complètement ridicule d'arrêter des matchs, surtout qu'en plus, il n'y a même pas de réel chant homophobe.
si ce n'est qu'on dise que les Marseillais c'est des PD, attention l'homophobie, oulala. Si on ne peut plus avoir d'humour et de petits clashs, puisque c'est tout ce qui nous reste, puisque je rappelle que les supporters sont interdits de déplacement parce que les autorités ne savent pas se gérer. Alors on est d'accord qu'il y a aussi toujours des cons qui viennent chercher les emmerdes, mais très honnêtement, quand la ligue professionnelle, le jour où elle nous ferait un peu confiance et qu'elle dirait bon, on va essayer, je suis convaincu que globalement ça pourrait très bien se passer, mais voilà, c'est mon coup de gueule face à la ligue, ils sont catastrophiques et il faut que ça change parce que c'est insupportable. Et j'en reviens au Paris Saint-Germain, mais c'est toujours là qu'on se fait avoir. Des fermetures de la tribune Auteuil, des sanctions disciplinaires, des sanctions économiques, des arrêts de match, alors que je vois absolument rien dans les travées des autres stades. Marseille quelquefois, mais c'est pas du tout le plus souvent. Nuno Mendes, du coup, on revient à nos moutons. Nuno Mendes, je vous le dis, alors j'ai mis meilleur défenseur gauche de l'histoire. Très honnêtement, je pense que il est le meilleur latéral gauche de l'histoire, je m'explique. Quand on prend l'ancien football, les postes étaient quand même assez fixes. Je veux dire, Marcelo, il n'allait pas monter autant que Mendes fait. C'est parce que le football a changé, comme dirait l'autre, et que du coup, ça exige des postes où justement on va au-dessus en fait de ce qu'on doit faire de base de notre poste, et le rôle de Mendes c'est venir en défenseur gauche, en milieu gauche et même des fois en attaquant gauche, excusez-moi pour les hauts de cœur. Et son rôle est primordial au Paris Saint-Germain. C'est pour moi, alors on parle beaucoup d'Embélé et il y a de quoi parce que c'est exceptionnel encore ce qu'il fait. On parle beaucoup de Vitinha, exceptionnel ce qu'il fait, meilleur milieu de terrain aussi. Mais je pense très honnêtement que le meilleur Parisien cette saison, c'est Nuno Mendes. Régularité, impact, importance dans le jeu, c'est trop fort. C'est trop fort. Il a toutes les qualités d'un attaquant, vista, précision, vitesse, percussion, mais aussi solidité défensive, solidité physique, impact dans les duels. Moi, je me rappelle contre Marseille, il a mis des coups d'épaule. Je me rappelle aussi l'année dernière, quand il était à son meilleur niveau, ils n'ont pas existé les autres, hein, Salah, etc. Et plus récemment, Yamal, si on veut parler des meilleurs au monde. Je suis bien curieux d'un duel contre Estevao aussi, si on prend Chelsea en 8ème. Mais tout ça pour dire que voilà, on a le meilleur défenseur gauche du monde, sans contestation. Hein, les Barcelonais qui me disent Baldé, il n'y a qu'à voir le match qu'il a fait contre l'Atlético. Mais au-delà de ça, de l'histoire pour moi, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui est dans son rôle, qui le fait très très bien, et en plus, il vient apporter un plus à l'équipe offensivement, et ça, je trouve que c'est juste exceptionnel. Avec la vitesse dans tes max, tu peux pas le rattraper. Quand le train Mendes est parti, tu peux pas le raccrocher, c'est trop tard. Son importance, j'ai pris quelques screens. Là, c'est le raté Désiré Doué, là, mais la passe est juste sublime. Pour moi, c'est Doué qui doit être un petit peu plus avancé. Parce que comme on le voit, le ballon, là, il est là. Donc, ça veut dire que il doit être en plus avancé. Même si on va pas lui en vouloir, j'en ai déjà parlé dans la vidéo analyse collective. Mais Doué, voilà, il doit être plus avancé. La passe de Mendes est juste parfaite entre Medina et Delange. Aussi des solutions offensives qu'il apporte. Bradley qui le met dans le bon tempo, Mendes qui fait l'appel qu'il faut et il aura le ballon. Ses courses vers l'avant qui sont extrêmement importantes justement, ça c'est toute l'importance de Mendes, hein, j'ai envie de dire. Donc une fois qu'il est parti, comme j'ai dit, personne ne pourra le rattraper. Là seulement il se dit ah merde, il est en train de partir. Je vous le dis, il se fera pas rattraper. J'ai déjà mis cette image. Mendes dans la profondeur pour Barcola. Là, j'ai souligné la qualité technique du joueur. Parce que la pression de passe est très bien et la vista aussi, évidemment. Et je vais passer à Mayoulou. Mayoulou, très sincèrement, je le critiquais un peu ces derniers temps. Il y avait de quoi, mais il a fait un très bon match dans l'ensemble, honnêtement. C'est le genre de joueur, en fait, quand on regarde le PSG, si le PSG va très bien, alors globalement, Mayoulou va bien.
Donc ça c'est un peu comme Doué aussi, moi j'ai l'impression que Doué, il a émergé quand le PSG l'année dernière a été à son prime et un peu plus faible dans les moments où le PSG a été un peu plus faible. Alors qu'un gars comme Dembélé, un gars comme Vitinha a toujours surmonté la tête de l'eau, quoi qu'il arrive, et nous a débloqué des situations compliquées. Là, je parle notamment, je pense tout de suite pour Dembélé à Liverpool. Au match retour, tu as perdu le match aller et il te débloque la situation très rapidement. Voilà, c'est le genre de joueur pour moi qui est intéressant et qui ont tous une importance avec tout leur rôle. Mayolu, du coup, ouais, percussion, Grinta, envie de bien faire. Il est à 2 passes D hein, sur ce match, mais de rien d'un point de vue statistique. Sur le deuxième but de Dembélé et sur le but de Lee. Je le trouve très disponible. Il a une capacité de répéter des efforts, de se rendre disponible, d'être là, d'être présent et d'apporter des solutions. Il presse beaucoup, il est à l'aise techniquement. Du coup, j'ai trouvé meilleur que ces derniers mois et il a la dalle en tant que Chichi. C'est Marseille, il veut bien faire et il a très bien fait. Et il a bien montré les couleurs parisiennes et ça fait plaisir. Joe Neves, bah, il ramène le troisième but. Il était excellent. Un peu en dilettantisme sur ces dernières semaines. Là, on a eu un retour du Neves Prime. Je rappelle que je tourne cette vidéo plus tard et que j'ai vu le match face à Rennes et il a eu beaucoup de mal. D'ailleurs, il a été touché à l'épaule. J'espère qu'il va bien. Pressing, bon bah voilà, on le sait. C'est un chien, ce mec, il va pas te lâcher. Il va pas te lâcher, il va jamais te lâcher. La Grinta et l'amour du club aussi. Il a plusieurs fois déclaré sa flamme au Paris Saint-Germain, aux supporters, au club en tant que tel, et l'amour du maillot. Et toujours, on sait que ce mec, il donnera tout ce qu'il a. Je fais une petite parenthèse de zoom. Si vous me voyez extrêmement bouger, c'est tout simplement parce que j'ai très mal. Voilà. Donc, ne pensez pas des choses, je sais pas quoi, genre je suis hyperactif, ou je ne sais quoi, c'est juste que j'ai vraiment très très mal. Donc voilà. C'est pour ça que je bouge autant. Tout comme les défenseurs marseillais qui sont bien fait bouger parce que, et nous aussi d'ailleurs, on résiste au pressing. En fait, comment expliquer? Neves résiste au pressing avec Vitinha. C'est la clé quand Paris doit presser. Je trouve que c'est lui qui vient fermer toutes les options au milieu de terrain et donc aux attaquants aussi. Il dynamite le jeu. C'est un box-to-box qui vient aider Warren Zaïre mais apporte souvent le soutien offensif pour Doué Dembélé. Donc ça veut dire qu'en fait, toujours il est comme ça, aller-retour, aller-retour, aller-retour. Et ça, je trouve ça vraiment hyper important. C'est une pièce maîtresse, quoi. Demain, t'enlèves Neves du milieu de terrain. Ouais, c'est dur, hein. C'est dur. Ça va faire une grosse perte en tout cas. Bah, Vitinha, meilleur milieu du monde, maestro, il dicte le jeu, ses passes sont millimétrées, il a un engagement physique. J'ai beaucoup aimé le tag sur Balerdi. J'y reviendrai sur l'arbitrage aussi. Si je fais une petite parenthèse là, pour moi, c'est pas un scandale d'avoir rouge, même si je peux totalement comprendre qu'on le mette. Par contre, c'est vrai qu'après avoir vu ce qu'a dit l'arbitre, plus encore une fois le visionnage des images, on voit que il enlève son pied vraiment, qu'il l'a vraiment levé. Maintenant, on est d'accord que ça monte trop haut, mais de toute façon, comme il y avait faute sur Mayolu, il n'y a pas rouge. Mais j'y reviendrai plus tard. Mais Vitinha, match taille pas trop encore une fois. Barcola, excellent encore une fois, hein, percutant, il fait des appels à répétition, c'est quelque chose de clé. Les appels à répétition, ça déstabilise un bloc. Tu sais pas quand tu dois partir pour couvrir le piège du hors-jeu. Tu sais pas. Enfin, c'est une galère, c'est un nœud mental. Et on sait qu'avec la faiblesse déjà technique de l'OM face à nous et surtout mentale, ça les rend fous. Les dribbles aussi, il fait du sale. L'humiliation, on va se faire plaisir. On est parisien, on va pas se le cacher. Timothy Weah, je crois qu'il est allé faire un plongeon dans le vieux port. Hein, on le voit pas, je sais pas où il est. Mais c'est tout simplement le petit piqué de Barcola qui l'a fait voir la canne de bière. Donc un bonheur d'avoir ce joueur, même si on espère évidemment tous que
il aura plus de réussite et qui saura réussir à planter les buts, même s'il en a marqué beaucoup et qu'il est troisième meilleur buteur du Paris Saint-Germain cette saison. Et l'année dernière, sur 6 mois, il a été, enfin sur plusieurs mois même, mais 6 mois, il a scoré énormément. Doué, moi Doué, je l'ai trouvé très percutant, beaucoup mieux que sur ses dernières prestations. J'ai vu encore une fois le match contre Rennes, ce qui a été problématique parce qu'il n'a pas du tout été bon. Enfin, c'est pas pour moi, c'est une individualité, mais dans un collectif qui n'a pas été bon contre Rennes. Donc, j'en veux pas personnellement à Désiré Doué. C'est juste qu'à des fois, on peut se poser la question est-ce que, enfin, il aurait pu mieux faire. Mais bref. Donc, il a été percutant, il a dribblé, il a joué pour le collectif, il a mis des coups de physique et il a été physique aussi, résistant dans les duels comme là. Timber, pendant 15 mètres, il le prenait comme ça. Là, il a essayé de le rattraper, mais au final, c'est lui qui se faisait traîner. Je trouve qu'il est quand même pas du tout chanceux et qu'il y a un léger manque de confiance. Là, je ne parle pas de chanceux et un manque de confiance aussi, le poteau, mais en même temps, tu peux faire mieux. Là, je me rappelle d'une frappe à cet endroit à peu près de la surface contre Rennes, contre Lille l'année dernière où il met un pétard et ça fait but. Et là non, il tire sur le gardien même, donc un peu plus compliqué, mais c'est pas c'est pas du tout criant. On connaît la pépite de joueur, c'est le Golden Boy. Donc Dembélé, Dembélé, Dembélé. Deux passes, deux buts, une passe D, monstrueux niveau Ballon d'Or. Pour moi, ça reste le meilleur joueur du monde actuellement parce que c'est le plus complet. Je peux accepter qu'on dise Lamine Yamal, qu'on dise surtout Kylian Mbappé, pour moi qui est la seule concurrence de Dembélé aujourd'hui, parce que Yamal il manque de stats, et dans les grands rendez-vous c'est pas ça, contrairement à Dembélé, même si évidemment qu'on aime tous voir jouer Lamine Yamal. Bon, ça manque de quelque chose des fois, et je viens d'apprendre aussi qu'il était en dépression, force à lui, même si ce n'est pas le pire. Je pense notamment à Araujo. Bref. Mais oui, il a humilié la défense de l'OM en une action. Enfin, c'est exceptionnel ce qu'il a fait. C'est du sale. Je vous ai déjà montré les images des buts sur l'analyse collective. Il a mis dans le vent Balerdi, il a mis dans le vent Medina, il a allumé De Langue. Plat du pied sécurité contre De Langue encore une fois, placement nickel. Le gardien il passe ça du ballon de son crampon, c'est millimétré, donc ouais, non, rien à dire. Dembélé, c'est Dembélé, encore une fois face à Rennes. Aussi, j'ai vu le match et il a apporté son importance. Il a été bon, technique, quelques imprécisions, mais c'est encore une fois l'image du collectif qui n'a pas été bon. Mais il a évidemment planté un but. Donc voilà. Je parle aussi de Ro Fernandez à rentrer parce que évidemment c'était ses premières minutes sous le maillot parisien. On attendait beaucoup de lui parce que jeune talent de la Masia, parce qu'il a voulu rejoindre Paris pour le projet. Et on a tout de suite vu que ce mec respirait le football, hein. Là, il se fait de deux joueurs sous le pressing qui délivrera une passe plus tard pour Dembélé qui aura décroché. Et c'était magique à voir, hein. On est d'ailleurs, on voit qu'il a réclamé la faute parce que t'as pas le choix en fait. Sur ce genre de joueur, t'es obligé de, de faire la faute sur les comptes comme ça parce que la qualité technique, tu la vois et tu dis bon, je fais faute, je prends mon jaune et voilà. Le problème étant qu'il n'a pas pris son jaune. Mais ça, c'est une autre histoire dont j'y reviendrai plus tard. Dro Fernandez, qui humilie aussi, lui il a fait 15 minutes, il a mis dans le vent 5 Marseillais, 6 Marseillais, enfin bref, c'est exceptionnel. Je pense que ce joueur, il est full compatible Luis Enrique et PSG et ça va être quelqu'un que j'espère on va garder longtemps. Et à mon avis, il a totalement les capacités pour être dans le 11 un jour. Alors, allons-en. L'arbitrage. Bon, on veut nous faire passer l'arbitrage selon les Marseillais, tout corrupt, que
Balerdi, Vitinha méritait le rouge sur son action. Bon, alors attendez, on va directement aller sur l'action justement. Il y a faute sur Mayulu. Déjà avant tout, il y a faute sur Mayulu. Regardez, déjà le regard de Timber, il n'est pas sur le ballon. Il est sur Mayulu et son placement sur comment je vais l'empêcher de jouer le ballon. Là, on voit son regard ici. On voit son buste qui est vraiment orienté sur Mayulu. Son pied qui touche ici. Alors, j'ai pris le screen un peu tardivement, mais on voit quand même que son pied touche. Et tout simplement, regardez un truc. Regardez tout de suite quand Mayulu se fait toucher. Regardez comment il crie. Donc, c'est pas de la simulation. On le voit très bien. C'est parce que généralement, en simulation, ça viendrait, le cri, ça vient après, une fois que t'es tombé, ou pendant vraiment la fin de la chute. Là, c'est à peine le contact. Il n'est pas du tout encore tombé, il est largement sur ses appuis encore. Et il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute. L'arbitre, il se dit pas faute. Il y a 6000 fois faute. Il y a 10 000 fois, il y a 1 million de fois, tout ce que vous voulez. Donc, de toute façon, il n'y avait pas rouge sur Vitinha. Mais en plus, est-ce que je l'ai. Attendez, je regarde. Non, j'ai même pas mis le tacle. J'avais trop la flemme. Faut voir. Non, non. Ok, je sais pas. Bon, je pense que vous avez tous vu la faute. En fait, on voit que le pied de Vitinha était trop haut. Ça touche Balerdi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, il n'y a pas. Enfin, il y a évidemment faute de Vitinha dans le monde où il n'y aurait pas faute sur Mayulu. Par contre, j'ai vu les explications de l'arbitre plus les images, encore une fois, et en fait, c'est vrai qu'il retire vachement le pied. C'est-à-dire que, en fait, il se rend compte de la connerie qu'il va faire, et il dit ah, attention, je relève le pied. Et pour que l'arbitre il voit ça à vitesse réelle, parce qu'il est bien placé aussi, ça veut dire que l'arbitre a vraiment pris en compte la volonté d'enlever le pied. Malheureusement, on est d'accord que le pied était trop haut. Je peux comprendre, même si je trouve ça vraiment dur, qu'on puisse mettre un rouge là-dessus, si jamais il n'y a pas faute sur Maïgou, encore une fois. Parce que le pied est malgré tout trop haut. Mais, eh ben, c'est pas un scandale si on le siffle pas non plus, parce que l'arbitre juge qu'il enlève vraiment le pied. Et c'est vrai qu'il enlève le pied. Mais c'est pas du tout un scandale non plus si on mettrait rouge s'il n'y avait pas faute sur Mayulu. En fait. C'est vachement complexe. Le problème, c'est que l'arbitre, il a fait quoi? Il a dit alors, carton jaune pour Vitinha et faute pour Marseille. Les deux pires décisions. Mais en même temps, quand on regarde la situation, on peut se dire aussi, euh, sachant qu'il y a un excès d'engagement pour Vitinha, même s'il y a faute sur Mayulu, mais que l'arbitre ne le siffle pas, ben, c'est jaune, logiquement, pour excès d'engagement. Par contre, du coup, tu siffles aussi la faute dessus. Euh, Ce qui peut être logique, c'est pas faute sur Mayulu. En fait, le problème, c'est que le facteur faute sur Mayulu, c'est le plus important. Et du coup, l'arbitre, il le prend pas du tout en équation dans sa façon d'arbitrer. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, au final, tu te retrouves avec un jaune et faute sur Marseille, alors qu'en réalité, bah, je peux entendre que ce soit un rouge s'il n'y avait pas faute sur Mayulu, mais du coup, il y avait faute sur Mayulu. Enfin bref, c'est une complexité, je crois que vous avez compris un peu, mais c'est chiant quoi. Qu'on en arrive là toujours à chaque fois avec l'arbitrage, c'est relou, mais de toute façon, il n'y a pas eu rouge parce que l'arbitre en a décidé comme ça, et qu'en plus, il y avait faute sur Mayulu, donc voilà. Mais ça ne s'est pas arrêté là, et là, personne n'en parle, encore moins les Marseillais évidemment. Euh, Ça, c'est jaune. Regardez sa tête et regarde Gonzalo Ramos, le corps, la jambe. Il n'a absolument pas du tout l'intention de jouer le ballon. Le mec, il sait même pas où il est le ballon. Là, il voulait juste assassiner Gonzalo Ramos. Extrêmement fort impact. Tous les jours, ça mérite jaune. C'est inutile. C'est le genre de faute où juste t'es frustré, t'es une merde et tout. Le capitaine de Marseille avec la grinta, tu veux foncer sur les Parisiens parce que c'est les ennemis, etc. En réalité, t'es juste nul et c'est inutile. Donc ça, c'est jaune. Vous vous doutez bien, il n'y a pas eu jaune. Euh, Là, tacle par derrière sur Neves. Il lui bouffe le cul d'ailleurs. Je trouve que c'est vachement signifiant de par le match qui s'est passé. Mais surtout, regardez, déjà, tu arrives par derrière,
tu le découpes les jambes, t'as absolument pas du tout l'intention de jouer le ballon, c'est carton jaune, pas donné encore une fois, comme par hasard. Donc ça fait déjà 2 rouges, enfin ça fait un rouge, plus une faute qui a été sifflée contre Balerdi, et cette fois-ci l'arbitre a mis jaune. Donc ça veut dire que ça fait 3 cartons jaunes qui doivent être mis dans le match, donc un rouge, enfin un rouge. Mais c'est catastrophique du coup, l'arbitre a été catastrophique encore une fois. Là, d'accord, charge pas derrière, au niveau du derrière du genou, tu détruis Mendes, ça peut être dangereux, ça mérite pas rouge, je pense, mais c'est minimum jaune, il le prend pas. Tac par derrière, extrêmement dangereux, aucune intention de jouer le ballon, jaune, il le prend pas. Et même, il faut que je revoie l'action plus, plus précisément, mais ce genre de tacle, pour moi, il faut inventer un carton. Genre, un peu comme au hand ou au hockey, où tu es pénalisé et tu te retrouves pendant 2 à 5 minutes dehors parce que tu n'as pas du tout l'intention de jouer le ballon et tu veux juste faire mal à l'adversaire en fait. Et si juste ton pied il est pas décollé ou que tu n'arrives pas trop par derrière, etc., tu vas t'en sortir avec un jaune ou même pas du coup d'ailleurs. Mais pour moi, il faut inventer des sortes de cartons comme ça parce que c'est juste inadmissible en fait. On se retrouve pour la troisième partie de la vidéo qui sera beaucoup plus courte, destinée un peu à l'OM. Je reviendrai plus globalement sur leur saison et mon analyse dessus. Mais voilà, donc si vous êtes intéressé, euh, ben, allez checker ça, je vous sors ça tout de suite, je vous sors les trois en même temps de toute façon. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, à liker, c'est encore une fois pas obligatoire, je m'en fous. L'idée c'est que tout le monde profite, c'est que tout le monde qui voit cette vidéo soit au courant des petits détails qu'ils ne voient pas forcément, et s'ils le voient quand même et qui sont intéressés, bah, c'est trop cool. Donc voilà, tout simplement. Prenez soin de vous, paix sur vous, j'espère que tout va bien pour vous et que voilà, ça fait beaucoup de vous, mais j'espère que tout va bien. Donc voilà, merci de m'avoir écouté et puis ciao.